vous montre, regardez ça. Pourquoi il y a un trou au milieu? C'est parce que je voulais... Oh, doucement la musique. C'est parce que je voulais accrocher ma feuille sur la caméra, comme ça, de manière à ce que on croit que quand je regarde mes notes, je vous regarde. Mais ça n'a pas marché parce que je voyais plus mon écran de retour, donc je savais plus ce que je faisais. Donc du coup, bon, je vais regarder mes notes là, tant pis, hein, bon. Alors, bon. Ok, alors doucement la musique. Donc alors attention, alors pourquoi est-ce qu'il y a toute cette tension en Syrie? Bon bah ça remonte à il y a très longtemps. Ça remonte même avant, ça remonte au 19e siècle parce que ce sont des pays... Je parle de l'Iran, l'Irak, la Palestine, le Liban, tout ça, la Syrie. Ce sont des pays qui étaient peuplés de tribus, en fait. Des tribus, il y avait beaucoup de nomades, beaucoup de sédentaires. Et donc c'était beaucoup de peuplades différentes, bon, qui s'entendaient, qui se croisaient, qui commerçaient entre elles. Mais qui, un petit peu comme aux États-Unis, comme en Amérique, avant l'arrivée des colons européens, eh bien, les Indiens d'Amérique, c'était des tribus qui se faisaient la guerre de temps en temps, mais qui essayaient de se respecter les uns les autres. Et il n'y avait forcément pas d'obligation de vivre ensemble. Alors que, au moment de la décolonisation en 1920, de l'éclatement de l'Empire ottoman en 1920, et donc de la nouvelle colonisation, eh bien les puissances occidentales se sont partagées la région. Du coup, ils ont créé des pays qui n'existaient pas avant, sans tenir compte de toutes ces divisions. Ils voulaient des grandes unités qui soient faciles à contrôler par le centre colonial. Bon, et puis petit à petit, dans les années, je sais plus, 40, 50, même 60, pour la Syrie par exemple, eh bien ces pays ont acquis leur indépendance. Et du coup, les frontières sont restées les mêmes. Et du coup, ben, toutes ces sectes, toutes ces tribus, tous ces peuples différents sont restés les uns avec les autres. Et donc forcément, il y a des tensions internes en permanence. Alors, il y a une stratégie qui est importante, qui est le fait qu'Israël maintenant existe au milieu de tout ça et ait besoin peut-être de s'étendre et peut-être de survivre, en tout cas de vivre en paix et d'arrêter d'être tout le temps sur le qui-vive, de recevoir des missiles sur la tronche. Les Israéliens se sont dit depuis longtemps, j'ai retrouvé, regardez ça, ce plan-là, stratégie pour Israël dans les années 1980. Vous voyez, ça date pas d'hier. C'est un monsieur qui s'appelle Oded Yinon, vous pourrez chercher sur internet, et c'était un plan qui finalement annonçait ou prévoyait qu'il allait falloir, pour la survie d'Israël et pour la paix de la région, il allait falloir petit à petit diviser, enfin balkaniser finalement les pays de la région en des unités plus petites qui aient chacune leur autonomie, au lieu qu'il y ait des pouvoirs centraux, des États très importants qui soient obligés d'être de fait des dictatures pour obliger tout le monde à s'entendre, parce que si voilà, donc alors que si on donne l'autonomie aux gens, eh ben ils s'entendent beaucoup mieux et au lieu de se battre, ils font du commerce et ça va mieux. Alors c'est une stratégie, c'est une pensée qui n'est pas malsaine dans le fond. Bon, alors un autre élément qui est très important, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis, eux, ils ont un ennemi depuis toujours, ce sont les Russes, évidemment. Il y a eu l'ancienne URSS qui a explosé, mais non, c'est pas un ennemi, c'est un concurrent, si vous voulez, pour le contrôle d'une région qui contient un pourcentage énorme de l'énergie dont on aura besoin dans le futur, dont on a besoin tous les jours. Alors à ce niveau-là, il y a un bouquin là qui est sorti en 2009. C'est pas un bouquin, c'est un rapport. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet-là? C'est d'abord si vous voulez, un plan d'enrichissement finalement du secteur militaire et industriel américain. Alors comment fonctionne un secteur militaire et industriel? Il fonctionne par l'impôt, il fonctionne par le contrôle de la politique et il fonctionne par le ministère de la Défense. Et donc ce plan là, je vais vous en lire un petit extrait, je vous traduis ça vite fait.
Ça parlait de l'Iran, là, dans le chapitre que je vais vous lire. Par exemple, si l'Iran se vengeait avec une attaque terroriste majeure et qui tue un grand nombre de personnes aux États-Unis, ou encore pire, une attaque terroriste qui emploierait des armes de destruction massive, comme des armes chimiques, eh bien alors, Washington pourrait très bien décider de faire une invasion pour renverser un régime dangereux. Voilà. Et pour la même raison, il faut, disent-ils, que les USA fassent des efforts pour amener des changements de régime dans les pays de la région, de manière à ce que, si le besoin s'en faisait sentir, le gouvernement américain puisse déclencher des provocations qui déclenchent à leur tour des réactions excessives de la part des pays qui permettent des invasions de l'armée américaine, qui justifient des invasions de l'armée américaine. C'est écrit en toutes lettres. Donc voilà, ça c'est un plan. Bon, c'est pas fait par des rigolos, c'est fait par tous les plus hauts responsables du secteur militaire, du secteur industriel et de la politique américaine. Je parle de gens comme Donald Rumsfeld, je parle de... Voilà, vous regarderez les noms, vous chercherez vous-même, après vous faites vos petites recherches, je vais mettre les liens partout. Bon. Donc il y a ça, il y a ce besoin parce que tiens, j'ai une charte là, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour le secteur militaire industriel à la fin de la guerre froide, quand l'URSS explose et que tout d'un coup, pouf pouf pouf, les USA se retrouvent sans ennemis. Eh ben regardez, ça c'est le chiffre d'affaires du secteur militaire et industriel aux États-Unis. Ça chute jusqu'en 2001. Qu'est-ce qui se passe en 2001 ? 9/11. Bah oui, bon, 3000 morts à Manhattan. Évidemment, les Américains réagissent, paniquent. Et aussitôt, regardez, qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre contre le terrorisme. Et là, on a trouvé l'ennemi idéal. La guerre contre le terrorisme qui fait remonter... vitesse grand V, le chiffre d'affaires du secteur militaire et industriel américain qui double les budgets en une dizaine d'années. Bon, ça passe de 320 milliards à 700 milliards à peu près. Donc voilà. Donc là, les États-Unis ont trouvé l'ennemi idéal qui va permettre de fabriquer des armes pendant des années et des années, parce que le terrorisme en tant qu'ennemi, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. On peut pas dire à un moment donné, ça y est, on a tué le dernier terroriste qui se cachait dans un trou au milieu de l'Afghanistan, dans une caverne. Non, on le trouvera jamais. Donc c'est parti pour un moment. Donc voilà, il y a cette pression, parce que ce sont des intérêts énormes, ce sont des millions de gens qui travaillent, ce sont des milliers de milliards de chiffres d'affaires et de profits, ce sont des sociétés multinationales énormes, Lockheed Martin, vous regarderez les noms, pareil, je vous mettrai les liens. Alors, c'est donc tout ça va dans la même direction, va dans la direction de contrôler la région. Alors, pourquoi contrôler la région ? Parce qu'il y a des ressources. Comment contrôler les ressources ? Alors, les ressources, il faut aller les chercher, le gaz, le pétrole, et il faut les ramener là où elles seront consommées. Et pour ça, on a besoin de tuyaux. C'est là où les pipelines sont colossalement importants. Pourquoi ? Alors, chacun va vouloir exploiter son champ d'exploitation de gaz ou de pétrole, et va vouloir ramener les ressources aux clients. Parce que qui paye, qui enrichit les industriels, ce sont évidemment les clients. Les clients, c'est nous. Ce sont les Américains, ce sont les Russes, ce sont les Chinois qui ont besoin de ces ressources, qui ont besoin de ce pétrole et qui ont besoin de ce gaz. Alors la lutte, la guerre des pipelines, comme on dit, elle est courue d'avance, puisque il se trouve que les États-Unis, en accord avec la Turquie, avaient construit il y a quelques années un énorme pipeline pour ramener le pétrole de la mer Caspienne, en prenant bien soin d'éviter quelque contact que ce soit avec la bande Iran, Irak, Syrie, Liban. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on partage, on en a moins. Ben oui, c'est ça le truc. Donc finalement, c'est pas compliqué. Donc ils ont fait, qui existe et qui est très très utilisé, un pipeline qui va, bon, vous regarderez la carte, hein, je vais peut-être la mettre au-dessus là pour que vous puissiez la voir. Donc le pipeline, il va de Bakou à Tbilissi
en allant à un port ici au sud de la Turquie pour être distribué ensuite vers l'Europe. Et donc ce pipeline-là, il a été fait par l'Occident, au profit de l'Occident. Alors, la chose qui a un petit peu énervé l'Occident, qui a déclenché un petit peu aussi le début finalement de cette guerre civile en Syrie et de cette déstabilisation du régime et du pouvoir et de l'État syrien, c'est une entente, c'est un protocole d'accord. Et là, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment l'information capitale. C'est un protocole d'accord entre, écoutez bien, les ministres de l'énergie iraniens, irakiens et syriens pour construire en commun un pipeline du golfe Persique, qui est ici, jusqu'à la Méditerranée. C'est énorme comme truc. Alors, dans le golfe Persique, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un gisement de gaz qui s'appelle South Pars, et qui est c'est pas de la rigolade, c'est le gisement de gaz le plus important du monde à ce jour. Donc c'est un tas d'or. C'est un tas d'or. Et donc il est partagé parce que la frontière entre l'Iran et le Qatar, qui est tout petit ici, la frontière passe au milieu du golfe Persique. Et donc il y en a un bout qui appartient au Qatar et un bout qui appartient à l'Iran. Un bout de ce champ énorme de gaz naturel. Alors, donc les Iraniens se sont dit, bon, nous, on veut bien, il faut qu'on vende ce gaz, puisqu'on en a plein maintenant, mais il faut qu'on le vende à qui va en vouloir. Donc on peut en vendre évidemment aux Russes, on peut en vendre aux Chinois, mais on pourrait aussi en vendre à toute l'Europe, parce que ce sont des bons clients, les Européens. Et donc, ils se sont entendus. Il y a eu une réunion, c'était il y a 2 ans, au mois de juillet 2011, et donc les ministres de l'énergie se sont réunis, et ils ont signé un protocole d'accord pour construire ce pipeline, qui s'appelle, dans les pays de la région, le pipeline islamique. Ah oui, parce que bon, il va jusqu'en Méditerranée. Alors, il y aura certainement, bon, le projet prévoit de livrer aussi un peu le Liban, mais surtout d'avoir un port pour livrer l'Europe. Alors, ça dérange qui, ce pipeline-là? Ça dérange tout le monde. Ça dérange évidemment l'Occident, la Turquie, qui va voir des quantités de gaz immenses lui passer sous le nez, évidemment, puisque l'Iran va directement vendre aux Européens, si ça se fait. L'Iran, enfin les 3 pays, là, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ça dérange aussi l'Israël. Pourquoi ça dérange Israël? Parce qu'il se trouve que l'année dernière, non, c'était en 2010, je crois, Israël a découvert, Israël qui n'a pas de ressources, qui n'avait à l'époque pas de ressources propres sur son territoire, et donc qui dépendait des importations et des accords qu'il pouvait avoir avec les autres pays autour de la région, ce qui n'est pas facile, reconnaissons-le. Israël a découvert, juste en face de Haïfa, au large, à quelques centaines de kilomètres au large, dans les eaux territoriales d'Israël, Israël a découvert un gisement un gisement énorme aussi de gaz naturel qui s'appelle, tellement il est gros, Léviathan. Et donc, Israël pourrait retrouver une autonomie et pourrait devenir une puissance productrice de ressources. Alors évidemment, le fait que le pipeline islamique se mette en place et aille servir l'Europe, c'est très embêtant. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce gaz si l'Europe est déjà servie? C'est ça le truc. C'est un peu de la concurrence entre commerçants finalement. Voilà. Si vous me piquez mes clients, si vous mettez une affiche ici pour me piquer mes clients alors que moi je suis presque chez moi, il faut enlever votre affiche. C'est ça les réactions finalement. Bon, c'est les affaires, c'est le business. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines qui fait que tout d'un coup la situation s'est embrasée? Il y a eu d'abord une rencontre, mais alors extraordinaire, on se croirait dans un film, entre un prince arabe et Vladimir Poutine. Bon, alors le prince arabe, qui c'est? C'est le mari de la fille du roi, tout simplement, du roi d'Arabie Saoudite.
Il l'a épousée en 1972, c'est un gars qui a un peu plus de 60 ans, 63, 64 ans, et qui s'appelle le prince Bandar. Et alors, dans les milieux professionnels américains, il est connu sous le surnom de Bandar Bush. Pourquoi Bandar Bush? Tout simplement parce qu'il a été ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, à Washington, pendant plus de 20 ans, 22 ans, à l'époque de George Bush père et à l'époque de George Bush fils. Et donc c'est des potes. Ils se connaissent très bien, ils font du business ensemble depuis des années, ils ont des intérêts communs dans le groupe Carlyle. Le groupe Carlyle, c'est un fonds d'investissement, c'est un des 3 plus gros fonds d'investissement du monde, qui possède des parts dans toutes les multinationales et des parts très souvent majoritaires dans la plupart des multinationales du monde. Donc ce sont des intérêts monstrueux. Le groupe Carlyle réunissait autour de la table des administrateurs, la famille Bush, la famille Ben Laden, l'Arabie Saoudite. Bon, vous vous souvenez que c'est la fameuse réunion qui avait lieu le 11 septembre 2001. Pendant que les tours étaient détruites, ils étaient en train de se réunir, ils étaient en conseil d'administration. C'est la même famille Ben Laden qui a été évacuée quelques jours après, le 11 septembre, dans un avion privé des États-Unis. Parce qu'ils étaient là pour le conseil d'administration du groupe Carlyle. Bon. Donc bref, ce sont des gens qui se connaissent bien, des partenaires de business, quoi. Donc ce fameux prince Bandar, Ben quelque chose, j'ai oublié le nom de son père, Ben Abdallah, je crois. Il a été nommé par le roi d'Arabie l'année dernière, il y a tout juste un an, il a été nommé chef des services secrets. C'est pas rien comme poste. Il n'était plus ambassadeur aux États-Unis, bien sûr. Et donc, bon, c'est un type qui a une vie extraordinaire. Il a failli être victime d'un attentat pratiquement les mêmes jours où il a été nommé chef des services secrets l'année dernière. On a cru qu'il était mort, et puis finalement, il n'était pas mort. Et le voilà qui réapparaît. Là, au mois de juillet 2013, il y a un mois, pendant que j'étais en vacances en Bretagne, il réapparaît, où ça? Au Kremlin, chez Poutine. Il va dans la datcha de Poutine, un petit peu à l'extérieur du Kremlin, et là, écoutez-moi bien, ils ont un entretien qui dure 4 heures. Pas 1 heure, pas 1 heure et demie, pas 2 heures, 4 heures. Bon. Et alors, on sait à peu près ce qu'ils ont dit pendant cet entretien, parce qu'au départ, il est arrivé là-bas secrètement. D'après ce qu'il a dit dans l'entretien, il a dit à Poutine, écoutez, j'ai rencontré les Américains juste avant de venir, si on fait un deal ensemble, les Américains me donnent carte blanche, ils seront d'accord. Donc on peut pas faire mieux. Donc le gars, il a un pouvoir, mais un pouvoir énorme, énorme. En plus, vous allez voir, il a le pouvoir du gun aussi. Alors, bon, donc il va voir Poutine et ils discutent pendant 4 heures. Alors, comment on sait ce qu'ils ont dit? Parce que c'était un entretien secret, manque de peau. Il y a un diplomate russe qui a donné les minutes de l'entretien à un journal libanais, qui l'a tout de suite fait traduire en anglais et qui l'a diffusé à plein d'autres journaux. Bon, évidemment, aucun média français n'a parlé de ça. Bon, mais bon, si on cherche, on trouve. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet entretien Bandar-Poutine entre un prince arabe et un président russe? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont discuté. Et alors Bandar d'abord a expliqué à Poutine, mais alors, vous allez voir, ce sont c'est un petit peu des discussions de gangsters quand même, parce qu'il a commencé en lui disant, bon, écoutez, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que nous contrôlons la plupart des terroristes tchétchènes qui sont en Syrie. Nous contrôlons la plupart des terroristes tchétchènes qui sont encore en Tchétchénie. Et donc, vous savez que la Tchétchénie, c'est pas loin de Sotchi, où vous allez organiser très très bientôt vos Jeux Olympiques, vous savez, de Russie, vos Jeux Olympiques d'hiver. Et donc je peux vous garantir qu'il n'y aura pas
de problème, qu'il n'y aura pas d'attentat pendant les Jeux Olympiques. Voilà, je peux vous garantir ça. Hein? Alors, vous avez vu, vous comprenez la manœuvre, le truc. Bon, alors, bon, à ça, Poutine répond, bah écoutez, oui, c'est très bien, vous contrôlez des terroristes, oui, effectivement, vous venez de le dire, un petit peu comme en Afghanistan quand vous étiez contre nous. Donc là, non, moi je veux négocier sur des bases claires, donc ça, je ne veux pas l'entendre. Donc c'est là que Bandar s'est mis, non pas à parler d'histoire de pipeline, non, pas du tout, tout ça on n'en parle pas quand on négocie. Mais on sait très bien, en arrière, que si le fameux pipeline part de l'Iran et va directement en Europe en traversant la Syrie, évidemment, la partie du fameux champ de gaz qui appartient au Qatar, eh ben, à qui on va le vendre? Il faut garder le contrôle de la population, le contrôle des consommateurs. C'est ça qui est important. Donc, alors, c'est ce qui expliquerait aussi que, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là il y a très peu de temps? L'émir du Qatar a abdiqué. Pourquoi est-ce qu'un émir abdiquerait? Bah, à mon avis, c'est parce que l'Arabie Saoudite, bon, a un pouvoir énorme sur le Qatar. Le Qatar, il y a presque rien, ça n'existe pas. Il y a pas d'armée, il y a rien, il y a juste un drapeau, quoi. Donc du coup, l'Arabie Saoudite a pu très bien influencer le Qatar pour dire bon, écoutez, nous, il faut que votre gaz, il passe par chez nous et qu'on en profite et que les pipelines passent tous par chez nous pour aller alimenter les consommateurs. Donc du coup, le prince Bandar, qui représente l'Arabie Saoudite, qui a l'appui des Américains, éventuellement, s'il en a besoin, eh bien il a dit à Poutine, bon écoutez, voilà, moi ce que je vous propose, c'est que, qu'est-ce que vous voulez? Lui, ce qu'il veut, Bandar, il veut que la Syrie explose. Il veut déposer Bachar el-Assad pour morceler le pays et de manière à ce que le projet de pipeline échoue. Bon, alors que Poutine, lui, bah, ça le dérange pas qu'il y ait ce projet de pipeline. C'est compliqué, hein, ouais. Donc, alors, il y a autre chose. Bon, je fais une petite digression. Bon, je sais que c'est pas le moment, mais je fais une petite digression. Il y a aussi le fait qu'entre Bachar el-Assad et les Russes et Poutine, il y a un accord pour mettre des bases russes sur 2 ports méditerranéens de la Syrie. Les ports de Tartus et de Latakia. Alors, bon, évidemment, si Bachar el-Assad tombe, l'accord tombe aussi. Et à ce moment-là, si les Américains arrivent sur place pour, disons, pacifier la région, bah, ils seront bien obligés de mettre leurs soldats quelque part et donc d'installer des bases américaines à Tartus et à Latakia. Bon, donc évidemment, les tenants et les aboutissants, les intérêts sont colossaux. Alors il y a le problème de l'Égypte aussi là-dessus, parce que bon, Poutine, il aime pas trop les frères musulmans, et donc il aimerait bien les déposer d'Égypte. Alors ça, le prince Bandar, d'après le rapport qu'on a eu du diplomate russe qui a passé qui a passé le texte, le Bandar, il a la possibilité, grâce à ses armées de soldats terroristes finalement, il a la possibilité de faire ça en Égypte. Donc c'est ce qu'il a proposé à Poutine. Voilà. Mais il a proposé à Poutine, vous nous aidez ou vous tolérez qu'on dépose Bachar el-Assad et nous, on s'occupe de l'Égypte dans votre sens. C'est ça le deal. Or Poutine a dit, écoutez, je ne sais pas, il faut que ça se discute plus tard, il y a la réunion à Genève 2 qui approche, donc il n'a pas voulu prendre de décision, évidemment, ni d'engagement tout de suite, et donc le régime de Bachar el-Assad est toujours en place, les bases russes, le contrat est toujours en place, et le projet de pipeline est toujours en place. Et donc, la réunion s'est mal terminée, le prince Bandar a dit, nous n'avons donc pas d'autre solution que la solution militaire. Voilà exactement comment ça se passe, comment les intérêts se passent. Alors, évidemment, on peut ajouter à cela quelque chose de très important, qui sont
c'est mon dadage, il faut bien que j'en parle, les intérêts monétaires. Alors pourquoi est-ce que les intérêts monétaires sont importants dans cette région-là? Bah tout simplement parce que, et ça personne n'en parle, tout simplement parce que le système américain de domination du monde, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, n'oubliez pas qu'il y a 184 pays dans le monde et qu'il y a des bases militaires dans 156 pays du monde. Dans 156 pays sur 184, il y a des militaires américains. Il y a 865 bases militaires dans le monde en ce moment, où il y avait en 2011 ou 2012, je ne sais plus, vous vérifierez vous-même. Donc, sur quoi repose le système de domination mondiale des Américains? Il repose sur le dollar. Le dollar, il repose sur quoi? Il repose sur rien. Il repose sur du vent. Il repose sur le fait qu'ils ont réussi en 1945 à s'implanter dans le monde entier, à dominer l'Europe, le Japon et évidemment pas la Russie, mais ils ont réussi à imposer un système monétaire mondial et à faire du dollar la monnaie obligatoire. Quand on achète et qu'on vend du pétrole et du gaz, on est obligé de payer en dollars, on est obligé d'accepter des dollars, donc on est obligé d'en avoir. Donc, les Américains peuvent émettre du dollar tant qu'ils veulent, c'est pas eux qui payent. C'est pas eux qui ont de l'inflation, c'est tout le reste du monde où les dollars se diffusent et les Chinois, le monde entier est obligé d'avoir des réserves très importantes en dollars dont on ne peut rien faire, sur lesquels on ne peut que toucher un intérêt qui lui-même s'accumule en dollars. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec des dollars? On ne peut rien acheter, en tout cas aux États-Unis, pour récupérer nos propres monnaies. Donc il y a un problème monétaire fondamental. Or, le dollar, il repose sur de l'émission monétaire par la dette. C'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué, vous regarderez mes anciennes vidéos sur la monnaie, l'émission monétaire se fait quand un emprunteur vient emprunter de la monnaie. Et donc toute la monnaie qui existe dans le monde, elle est soumise à un intérêt permanent et collectif. Or, ce système-là, il est génial pour les émetteurs, il est génial pour ceux qui le contrôlent, pour le sommet de la pyramide, qui ne fait que grossir, ce qui permet à l'État américain, à l'armée américaine, de grossir en permanence et donc de dominer le monde entier. Mais par contre, quelle est la philosophie islamique au niveau de la monnaie? Est-ce que vous savez ça? Eh bien, c'est la philosophie de la plupart des religions. C'est-à-dire, tout simplement, que... Ah, la musique s'est arrêtée. Bon, c'est pas grave, on s'en passe bien. Je vais la remettre quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe dans la finance islamique? Eh bien, l'intérêt que le Coran appelle l'usure, l'intérêt est tout simplement interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prête de l'argent à quelqu'un, il faut l'avoir gagné d'abord. On n'a pas le droit, comme fait le système bancaire occidental, de créer de l'argent avec une écriture comptable et de prêter ça à quelqu'un en augmentant la masse monétaire d'autant et en distribuant du pouvoir d'achat à tout le monde. Et en touchant un intérêt sur de l'argent qu'on a soi-même créé. Dans la finance islamique, on n'a pas le droit de faire ça. Pour créer de l'argent, il faut que l'État le diffuse dans l'économie et il faut, si on veut le prêter, que quelqu'un l'économise avant, et ensuite le rôle de la banque, c'est de prendre les économies de cette personne et de les prêter à quelqu'un. Et donc la banque est seulement un intermédiaire ou carrément un partenaire. Si c'est la banque qui a des capitaux et qui investit dans quelque chose, la banque est partenaire. C'est pas du tout la même chose. Quand on est prêteur, on gagne de l'argent, quoi qu'il arrive, sur les intérêts de la dette, même si l'entreprise se casse la figure, alors que quand on est partenaire, on ne gagne de l'argent que si l'entreprise est rentable. Donc on ne finance pas du tout les mêmes choses. On est responsable de sa propre richesse. Donc le système de la finance islamique, il se développe très doucement, très hypocritement, parce que évidemment on ne peut pas lutter contre un système qui contrôle le monde. Donc la finance islamique, vous regarderez, vous ferez des recherches de votre côté, elle se développe un petit peu avec les mêmes méthodes que la banque traditionnelle occidentale en prêtant de l'argent à intérêt. Mais la philosophie globale qui
englobe la religion et l'État. Hein. Il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État dans l'islam. Et donc, cette philosophie-là, elle interdit l'intérêt. Et donc, évidemment, imaginez que ça se développe. C'est une menace fondamentale pour le système d'enrichissement permanent du système américain et du système occidental. Bon, alors, bon, ça évidemment, c'est une raison évidemment supplémentaire. Alors, en plus de ça, et pour terminer, on ne parle jamais, moi ça m'étonne quand même, du côté tout simplement, je dirais, moral, éthique, philosophique de tout ça. Parce que si on se pose la question de savoir d'où vient cette puissance, d'où vient cette possibilité de faire la guerre, d'où vient cette possibilité de financer des terroristes, d'où vient cette possibilité de déstabiliser des États, d'où vient cette puissance extraordinaire? Elle vient de plusieurs éléments. Elle vient d'abord de cette contrainte monétaire-là, qui oblige des populations entières à n'utiliser qu'une monnaie qui est émise d'une certaine manière et à payer un intérêt sur cette monnaie qui est émise d'une manière bien précise. Donc, la contrainte monétaire, elle oblige des millions, des milliards de gens à travailler pour nourrir un système. D'abord. Alors, comment ça se fait que les gens acceptent ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont obligés de payer leurs impôts dans cette monnaie imposée. Les Américains sont obligés de payer leurs impôts en dollars. Nous sommes obligés de payer nos impôts en euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on crée une autre monnaie, on peut tout de suite très facilement être taxé de vouloir faire échapper nos activités économiques à l'impôt. Évidemment. Donc évidemment, on peut très bien être mis en prison pour favoriser le travail au noir. Donc le système se maintient de lui-même. Il se maintient comment? Par la contrainte fiscale. Et la contrainte fiscale, elle repose sur quoi? Elle repose sur la contrainte physique. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si on veut ne pas payer d'impôts, si on refuse de payer ses impôts, bon là maintenant les méthodes se sont adoucies dans le temps, on vous forçait votre porte avec un serrurier et un huissier et un agent de police et on venait saisir vos biens. Les méthodes se sont adoucies, maintenant on passe un coup de téléphone ou on envoie un mail à la banque et on fait une saisie sur votre salaire et on se pompe. Donc, il y a une contrainte physique. Si vous refusez d'avoir un compte en banque, si vous refusez qu'on vienne vous saisir vos biens, et que vous résistez quand les forces publiques viennent envahir votre propriété privée, vous avez de fortes chances de vous retrouver avec les menottes et en prison pour un temps indéterminé. Bon. Alors, si par malheur vous résistez avec une arme, alors là vous êtes un forcené, vous êtes éliminé instantanément. Alors, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la possibilité de s'enrichir indéfiniment, elle repose sur le contrôle du système monétaire, qui lui-même repose sur la contrainte fiscale, l'obligation de payer ses impôts dans la monnaie imposée, et cette contrainte fiscale qui repose elle-même sur la contrainte physique, sur une contrainte. Voilà, il y a les tribunaux, il y a les prisons, il y a l'armée, il y a la police. Donc, on est comme ça. Bon. Alors, maintenant, pour terminer, quand on dispose de cette puissance-là, et que on est dans un bureau à Washington ou à Paris, et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une guerre, ou de manipuler l'opinion publique avec les médias, qui sont de toute façon contrôlés par les marchands d'armes et les grandes multinationales, eh bien, il est très facile de déclencher une guerre. Pourquoi? Parce qu'on ne risque rien. Parce que soi-même, on ne risque rien physiquement. Et parce que, deuxièmement, soi-même, on ne paye pas. On ne paye jamais. Forcément, au contraire, on s'enrichit, on reçoit des impôts. Quand on est au sommet de la pyramide, on est payé par les impôts, on est payé par les dividendes des multinationales, on est payé par les dividendes de l'industrie et de l'industrie militaire. Donc forcément, il y a toutes les incitations. Et l'incitation finale, c'est l'immunité. C'est la garantie d'impunité que nous donnons aux politiciens, que nous mettons à la tête de nos pays
pour devenir nos dirigeants. C'est quand même clair. Et donc, ce sont ces gens-là que nous mettons au sommet du pouvoir qui, en plus, ne seront jamais punis pour toutes les actions qu'ils auront faites. Donc, si on prend une centaine de personnes dans la rue et qu'on leur dit, voilà, vous allez gagner de l'argent infiniment. Vous allez pouvoir déclencher des choses sur lesquelles vous ne payerez jamais rien vous-même. Vous ne risquerez absolument rien à aucun point de vue. Vous avez l'impunité totale, l'enrichissement infini et l'immunité. Vous ne courez aucun risque. Si on dit à 100 personnes, voilà, on a ce job-là à vous proposer. On a besoin de quelqu'un pour prendre ce métier-là, pour prendre la responsabilité des décisions pour un pays tout entier, pour gagner plein d'argent en ayant une impunité totale sur 100 personnes. Combien vont lever la main? Et surtout, qui va lever la main? Voilà la question qu'on doit se poser maintenant. Et voilà le sujet du prochain livre sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, donc... que faire? Que faire? Que faire pour échapper à ces tenailles? Moi, je vous dirais, comme dit Pierre Rabhi, l'acte le plus subversif, c'est de planter un potager. Bon, ça a l'air ridicule, dit comme ça a l'air vraiment ridicule. Mais bon, tout ça repose sur les consommateurs. Tout ça repose sur le besoin d'énergie. Tout ça repose sur le besoin de ressources. Et les ressources, qui les paye? Bah, c'est nous. Donc si on peut se débrouiller pour avoir moins besoin de ressources et pour pouvoir même acquérir plus d'autonomie, et donc avoir moins besoin de payer, et donc de rembourser la dette, et donc de rendre de plus en plus riche le sommet de la pyramide, eh bien c'est peut-être en ayant un petit peu plus d'autonomie nous-mêmes. Voilà, bon allez, je vous embrasse, on arrête là parce que là ça suffit. On termine avec de la musique. Alors c'est quoi tout de suite là? De la musique soufie. Si vous avez entendu, j'ai mis aussi d'autres musiques. Vous écouterez. Comme ça par exemple. Ciao ciao, à la prochaine.